enfin, franchement, pour moi, le premier objectif quand tu es une startup, c'est trouver un client qui va être prêt à payer avant même que tu aies sorti le produit. Ok. Si tu es capable de trouver ça, c'est cool. Mhm. Et pas tomber dans le piège que je suis sûr que j'ai un super flair et que le marché il va trop kiffer ce que je vais faire et donc je vais passer 3 mois à développer un truc où je suis sûr que ça va marcher et puis après se ramasser complètement. Ça, je pense pas que c'est la meilleure manière de faire. Donc ouais, si j'ai un conseil comme première étape, avant même de créer la structure juridique et tout ça, avant même de se lancer là-dedans, de faire des plans financiers et tout ça, je dirais juste aller vendre une idée à quelqu'un et sonder le marché, le mesurer, voir combien les gens seraient prêts à mettre. Moi, c'est le premier step avant toute chose, quoi. Ok, on est parti. Déjà Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi d'être venu, merci de prendre le temps. Merci aussi à toi. Tu as cofondé Créo2. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait Créo2 et quelle est la mission de cette startup? Bien, Créo2, c'est une startup un peu atypique dans le sens où ça n'est pas vraiment une entreprise, ça n'est pas vraiment une ONG, c'est une entreprise à finalité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on met l'impact sociétal, l'impact positif qu'on peut avoir sur l'environnement et la société avant le profit. Et ce que nous fabriquons concrètement, ce sont des outils qui permettent aux ONG et aux ASBL de lever de l'argent auprès des entreprises. Ça passe par différents biais, mais notamment des bornes interactives qu'on met dans des commerces de proximité ou bien des chaînes et qui permettent aux clients de ces chaînes de réaliser des microdons. Ça peut être planter un arbre en Inde, financer une soupe pour un sans-abri en Belgique ou bien vacciner un enfant au Congo. Et ça se fait donc au travers de ces bornes interactives à partir du moment où le client dépasse un certain montant d'achat. D'accord. Voilà. Donc les use cases typiques pour Decathlon, qui est un de nos clients, c'est je dépense pour au moins 100 €. Et comme j'ai dépensé pour au moins 100 € dans ce magasin, plutôt que de recevoir une ristourne, je reçois un jeton. Et ce jeton me donne droit à aller à une borne interactive et qui me permet donc de réaliser un impact positif qui est financé par l'entreprise et pas pour le client. Donc c'est génial, quoi. En gros, oui, c'est plutôt génial. Ouais, via mon pouvoir d'achat, je fais une bonne action derrière. C'est ça, donc on peut le voir de cette manière-là, on peut le voir de plein de manières différentes. On peut aussi le voir comme une façon pour n'importe quelle entreprise, peu importe sa taille, d'avoir un service RSE clé sur porte sans devoir réinventer son métier complètement. Quoi. Mais du coup, comment ça se passe derrière? Admettons, je vais chez Decathlon, j'achète pour 100 € de produit, je reçois mon jeton, je décide de planter un arbre derrière ou de financer un vaccin. Comment ça se passe techniquement entre le moment où je fais l'achat et où c'est financé derrière? Ah oui, d'accord, techniquement comme ça. Eh bien, quand tu fais l'achat donc à la caisse, il y a différents scénarios en fonction du produit qu'on met en avant. On a des tablettes où là, tout se fait sur l'écran tactile. Mais le cas qui va devenir de plus en plus fréquent et que les gens seront le plus souvent amenés à rencontrer, c'est un jeton, donc un jeton en plastique ou en aluminium, sur lequel il est marqué « don gratuit ». Et ce jeton-là, il doit aller dans une borne interactive et cette borne interactive est munie d'un monnayeur, un peu comme un distributeur de Coca-Cola, à part qu'ici c'est beaucoup mieux. Et donc on met ce petit jeton dans la borne. La borne, il y a plein d'explications dessus, visuellement, des affiches ou des trucs gravés dans le bois. Et la personne qui réalise son microdon en choisissant le projet qu'elle a envie de soutenir, donc par exemple un arbre, un vaccin ou une soupe, voilà, elle le fait sur cet écran tactile. L'instant d'après, elle voit des images satellites de l'endroit où l'arbre, par exemple, va être effectivement planté. Et la transaction est directement enregistrée en temps réel dans nos serveurs puisque ces tablettes, ces écrans tactiles sont connectés à Internet. À la fin du mois, on comptabilise le nombre de microdons qui ont été faits sur les différents projets et en fonction de ça, on facture l'entreprise au prorata des microdons qui ont été faits. Et sur base de cette facture-là, effectivement, il y a une partie qui va à Créo2, une partie qui va aux ONG, mais j'imagine que cette question va venir plus tard. Oui, d'accord. Mais oui, justement, comment vous faites pour vivre derrière, vu que c'est quoi votre business model derrière en fait? Alors, il y a plusieurs entreprises qui... je ne vais pas parler des autres, je vais parler de ce que nous on fait. Dans notre cas, on a deux manières de fonctionner relativement distinctes. La première et la plus courante, c'est d'avoir un fee fixe mensuel, une certaine somme d'argent qui est demandée à l'entreprise, peu importe le volume de transactions, peu importe le volume de microdons qu'ils effectuent. Ça va entièrement à Créo2. Et à côté de ça, à chaque fois qu'ils effectuent un microdon, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils offrent un microdon à leurs clients, eh bien là, il y a un prix qui est fixe à la transaction qui lui va entièrement ou quasi entièrement à l'ONG. Ok, d'accord. Ça, c'est un cas de figure. Un deuxième cas de figure, c'est de dire il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas d'abonnement, mais alors le prix du microdon est un peu plus élevé, de sorte que dans ce prix du microdon, il y a en fait une partie qui va à Créo2, une partie qui va à l'ONG. Donc ça, c'est deux manières d'opérer.
voilà, ça dépend un peu du client, ça dépend des produits. Ok. Et il y a des tendances que tu as remarquées? Est-ce qu'il y a plus de dons qui vont à un certain domaine? Est-ce qu'il y a plus de dons pour planter des arbres? Est-ce qu'il y a plus de dons pour les vaccins? Ou est-ce que ça se vaut en général? En fait, de manière générale, on se rend compte que l'intelligence collective tend à lisser les dons. Donc, c'est-à-dire que si sur une tablette, on montre qu'il y a 500 arbres qui ont été plantés, 500 vaccins qui ont été financés, mais seulement 3 heures d'alphabétisation, tout le monde va voter, entre guillemets, va choisir l'heure d'alphabétisation pour que ça s'équilibre. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Dès qu'il y a un déséquilibre, l'intelligence collective tend à diminuer ce déséquilibre et faire en sorte que tous les projets soient soutenus de la même manière. Ah, c'est top, c'est top. Et l'idée vous est venue comment? Alors l'idée, c'est pas une idée qui est venue comme ça. C'est du lean. Hein, donc en gros, tu pars avec l'idée de te dire, mais en fait, les ONG, les entreprises, c'est deux mondes qui ne se parlent plus. Il devrait y avoir moyen de concilier ces deux mondes parce que à la fois les ONG et les entreprises auraient intérêt à travailler ensemble. Ça, c'est le constat de base. Après, tous les produits qui tournent autour, c'est comme dans n'importe quelle start-up. Hein. On fait une version bêta, version alpha, elle foire, on fait une version bêta, elle foire, on fait une version gamma. Et là, on est à la version zeta, je ne sais pas à quelle version on est. Donc, je ne peux pas dire que l'idée, ce soit une idée de génie que nous, on a eue et qu'on a implémentée. L'idée, moi, très humblement, je préfère le définir comme ça, c'est le fruit de notre imagination, mais aussi du retour du marché et donc du retour des gens. Et je préfère voir une invention comme le résultat d'une société plutôt que le résultat d'un esprit participatif avec les gens qui utilisaient votre service, quoi. Voilà, c'est ça. Les clients, nos utilisateurs, les ONG, les gens qu'on peut rencontrer, qui n'ont pas peur de nous dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire du feedback, souvent négatif. C'est ça qui fait avancer les choses. Tu as dû aller le chercher, ce feedback, ou il venait naturellement? Non, il vient assez naturellement, mais après, le feedback, il faut aller le chercher là où il faut. Il ne faut pas demander à ses potes de donner du feedback sur ton produit. Il faut demander du feedback. Moi, ma technique pour demander du feedback, c'est de le faire anonymement. C'est-à-dire que je vais dans un magasin, je vais même me faire l'avocat du diable, je vois des clients qui ont utilisé mon produit et je me présente comme un kidam en leur disant « Vous avez compris ce truc-là? Moi, je trouve ça un peu bizarre, pas vous ?» Et donc, en démarrant comme ça avec une opinion très orientée, j'essaie de voir s'ils me rejoignent ou alors si au contraire ils disent « Non, moi je trouve ça bien. » Et je trouve que c'est un super bon exercice pour savoir si le produit est vraiment bon. Parce que si le produit est vraiment bon, les gens n'ont pas peur d'aller à l'encontre d'une opinion contraire, a priori. Alors que s'il y a encore des trucs à redire au produit, ils auront tendance à rejoindre le c'est hyper malin. C'est hyper malin d'aller sur le terrain et de voir comment les gens réagissent en direct, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si tu vas vers les gens en disant « Salut, je suis le gars qui a fait le truc que vous venez d'utiliser », bon, peut-être que la politesse ferait qu'ils n'oseraient pas donner la vraie version des choses ou leur vrai ressenti, alors que c'est exactement ça que tu veux. Oui, c'est ça. Même si tu demandes à tes potes, au final, ils ont toujours un avis orienté, ils ne vont pas vouloir te blesser. Ouais, donc ils auront tendance à te dire oui, c'est très bien, alors qu'ils ne pensent pas forcément ça derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même avec des clients, c'est pas parce que quelqu'un est ton client qu'il va forcément te donner le feedback négatif qu'il devrait te donner. Ce qui peut arriver plus fréquemment, c'est que le client, il est juste pas content de ton service. Quand tu lui demandes si tout va bien, il va te dire oui, tout va bien. Mais 2 mois après, il met fin au contrat. Donc manifestement, tout n'allait pas bien, mais il n'a pas osé te le dire. Donc trouver du feedback de qualité, c'est aussi un challenge. Et il y a des ONG qui vous demandent d'être mises en avant parce qu'elles ne reçoivent pas suffisamment de dons à leur goût? Ah oui, tu veux dire des gens qui sont déjà... Oui, par exemple, admettons, moi j'ai une ONG qui vise à replanter des arbres. Et j'estime que je ne reçois pas suffisamment de dons. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui te téléphonent pour te dire est-ce qu'il y a moyen, tu mets mon ONG plus en avant qu'une autre? Non, ça n'arrive pas parce que simplement Créo2 a cette particularité que pour l'ONG, c'est gratuit. L'ONG, nous, ce qu'on lui demande, c'est de montrer patte blanche, montrer qu'elle a une bonne gouvernance, nous donner de l'information. Ce que a priori elle fait déjà très fréquemment, ça ne lui demande pas une énergie dingue en plus. Du coup, elle n'est pas vraiment légitime à nous demander plus. On lui donne déjà de l'argent auquel elle n'aurait pas accès sans nous. Donc je trouverais ça déplacé de leur part de venir on veut plus, alors qu'au final on leur donne déjà de l'argent sans leur demander beaucoup en retour. Et le parcours de l'équipe de Créo2, quel est-il? Qu'est-ce que vous avez fait avant de lancer ça? Au début, on est 3. Donc, il y a Maxime et Robin qui ont cofondé l'entreprise avec moi. Maxime et Robin, eux... donc, on va commencer par Maxime. Maxime, il est ingénieur civil chimiste au départ et il a travaillé pour Accenture en tant que consultant avant de lancer Créo2.
Et Robin, lui, il est ingénieur de gestion et il était aussi consultant chez Accenture avec Maxime avant de lancer Créo2. Et moi, je suis ingénieur civil en électronique et avant de travailler pour Créo2, je travaillais pour IBA. Ok, voilà. D'accord. IBA, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin tout le monde connaît IBA. Ouais, okay. Donc vous avez tous eu une expérience professionnelle avant de vous lancer? Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, après, je ne suis pas sûr que... Enfin, c'est une question qui revient souvent. Hein. Est-ce qu'il faut avoir une expérience professionnelle avant d'entreprendre? Franchement, avec le recul, je me dis que non. Pas forcément. Ouais. Pas forcément parce que y a peu de jobs, je veux dire, les jobs traditionnels qui te donnent les compétences dont tu auras besoin pour entreprendre. Les compétences dont tu as besoin pour entreprendre, on ne les apprend pas dans un job lambda. Simplement parce que les compétences pour entreprendre, elles sont multiples, il y a plein de trucs à faire et c'est très rare d'avoir un job où il faut tout faire, à part le job d'entrepreneur. Donc, je dirais que, ouais, sûrement que l'expérience en entreprise classique, on va dire, avant de lancer Créo2, ça a de la valeur. Maintenant, dire que c'est un prérequis et qu'il n'y a pas moyen de lancer une boîte convenablement sans ça, je trouve que c'est un peu overkill. Ouais. Et d'après toi, où est-ce que tu apprends à entreprendre? Est-ce que le mieux, c'est tu l'apprends en le faisant ou est-ce qu'il y a moyen de l'apprendre de manière théorique avant de se lancer concrètement? Moi, je trouve que c'est un peu des deux, quoi. En vrai, ça s'apprend déjà sur le tas. Et puis après, en ayant un état d'esprit entreprenant, quoi. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de bon sens, hein, entreprendre, c'est juste... Mais moi, j'ai l'impression que la meilleure source d'apprentissage pour l'entrepreneuriat de manière générale, ça reste d'écouter ce que des gens qui ont déjà entrepris ont à dire. Au final, moi, je crois que l'essentiel de mes choix, des décisions que je fais actuellement, elles sont directement ou indirectement inspirées d'histoires que j'ai entendues d'autres personnes qui ont entrepris avant. Pas forcément dans le même domaine que moi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, voilà, je ne saurais pas le tourner autrement. J'ai l'impression que pour moi, c'est la meilleure source d'apprentissage en dehors d'entreprendre soi-même. Je trouve que si tu veux apprendre l'entrepreneuriat à côté, tu peux faire CPME, c'est trop cool. Ouais. Moi, j'ai fait CPME notamment. Et c'est un très bon apport, notamment théorique et tout ça, et ça permet d'avoir une vision un peu plus académique et c'est pas dénué de sens, quoi. On peut avoir une vision un peu plus systémique de l'entrepreneuriat qu'on n'a pas forcément quand on est entrepreneur soi-même. Mais après, je trouve que la plus grosse source d'apprentissage en dehors de l'action elle-même, c'est d'écouter ce que d'autres entrepreneurs ont à dire et leur parcours et comment est-ce qu'eux ont mené leur barque. Ok. Et donc, après que avec cette expérience professionnelle, vous décidez de quitter votre job, lancer votre start-up. Comment est-ce que votre entourage a réagi? C'était déjà il y a longtemps en fait. Attends. Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. D'accord, ok. Si je me souviens bien, en fait mes parents, je ne saurais pas dire. Mes parents, je pense qu'ils n'auraient jamais osé me dire que c'était une mauvaise idée de lancer la boîte. Maintenant, c'est clair que tu peux déceler des trucs qui sont non-verbaux, mais déceler peut-être une part de stress en se disant mais qu'est-ce qu'il fout? Le gars a un super diplôme, il a un super job, super bien payé, a priori sur papier, ça a l'air super chouette. Enfin, pourquoi foutre tout en l'air pour aller lancer un truc totalement hypothétique qui va peut-être foirer? Et je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait une inquiétude par rapport à ça parce que le Belge n'est pas connu pour avoir un goût du risque ou un goût entrepreneurial assez prononcé, quoi. Donc, mais de manière générale, j'ai personne qui s'est montré ouvertement opposé à mon choix de carrière. Au contraire, j'avais beaucoup d'amis qui trouvaient ça cool, je dirais. Mais non, je pense pas qu'il y ait eu un retour négatif, mais je pense pas qu'il y ait eu un retour exceptionnellement enthousiaste non plus. Ouais. C'était neutre, quoi. C'était relativement neutre. Voilà. Il n'y a pas eu un énorme soutien, mais c'était pas non plus un non, reste dans ton boulot. Non, voilà. Surtout n'essaye pas. Mais bon, ça, je crois que ça dépend fort du milieu dans lequel tu évolues. Et des familles qui sont beaucoup plus conservatrices et qui diraient, mais quelle idée, quoi. Encore que maintenant, lancer sa propre boîte, ça commence à devenir OK, même dans les milieux les plus conservateurs. Donc, non. Moi, pour mon histoire, pour mon cas personnel, en tout cas, le retour de mes proches était plutôt neutre. Okay. Et comment est-ce que vous avez su, comment est-ce que tu as su avec Robin et Maxime que c'était des bons cofondateurs et que ça allait marcher avec eux? Est-ce que tu les connaissais déjà avant? Je connaissais Maxime avant. Alors pour la petite histoire, Créo2, il est né après un concours qui a été organisé chez Accenture, un concours comme dans toutes les boîtes de consultants. C'est très à la mode d'avoir des concours de start-up.
Et c'est Robin et Maxime qui avaient posé leur candidature avec l'ébauche du projet qui allait devenir Creo 2 à ce concours chez Accenture. Et donc en fait, moi je suis arrivé quand ils étaient en train de gagner, le concours chez Accenture avec ce projet qui allait devenir Creo 2. Donc je dirais que Maxime et Robin étaient déjà ensemble quand moi je suis arrivé, et Maxime je le connaissais déjà très bien parce qu'on se connaît depuis l'école secondaire. Et donc entre nous deux, je savais que le courant allait super bien passer, c'était clair et net. Robin, j'ai appris à le découvrir, et maintenant c'est aussi un super bon ami à moi, et on a cette chance que même ici en 3 ans, il y a vraiment zéro accrochage à déplorer, et même s'il y a accrochage, ça se règle toujours de manière très constructive, et on a... Ouais, je sais pas. On n'a pas vraiment fait gaffe à l'avance de savoir si ça allait matcher entre nous. C'est à chaque fois un pari qu'on fait, surtout quand on connaît pas tout le monde. Et même quand on connaît des gens, il y a des gens qui sont amis déjà à la base et qui se mettent ensemble pour lancer une entreprise, et puis ils se rendent compte que dans le cadre professionnel, ça passe pas du tout. Moi, je pense que c'est le genre de truc que c'est difficile de prévoir à l'avance, mais il y a des initiatives qui permettent de maximiser les chances de réussite, comme How I Met My Co-Founder par exemple, qui permettent de mitiger un peu ce risque et de se dire voilà, je vais trouver le bon match, mais après, all in all, j'ai pas l'impression que tu puisses savoir à l'avance si une team est faite pour durer pendant des années ou pas. Ça, on se découvre. C'est quelque chose de tellement spécifique, l'entrepreneuriat, que tu peux pas savoir comment ça va faire, comment ça va fonctionner. Ouais, c'est ça. Bon, et nous ici, on a un énorme coup de chance parce qu'on a le bon état d'esprit, et je pense que peut-être que c'est du bullshit, ce que je veux dire, mais j'ai vraiment le sentiment que si tu veux qu'une team fonctionne, il faut être méga humble et laisser la place, enfin, écouter pour écouter et pas écouter pour répondre. À partir du moment où tu as cet état d'esprit-là, j'ai l'impression que il y a des chances pour que ça aille mieux. J'ai l'impression que ça pète souvent parce qu'il y a un caractère très fort qui a le sentiment que son opinion vaut mieux que celle des autres et qui... Voilà. Après, ça peut être d'autres sources de problèmes, mais voilà. Ici, c'est pas le cas. J'ai l'impression que ce qui fait qu'on tient encore ensemble après toutes ces années, et malgré qu'on soit des personnes relativement différentes, c'est qu'on a vraiment une posture très, très ouverte et très humble par rapport aux opinions des autres. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on arrive à prendre des décisions qui sont aussi, a priori, plus optimales que si on était tout seul à réfléchir. Donc vous avez tous ce caractère, enfin, ce point commun d'être humble, mais est-ce que pour toi la complémentarité c'est aussi important, aussi bien au niveau du caractère et aussi au niveau des compétences? Ouais. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, quoi. Mais oui, c'est sûr que c'est bien d'avoir de la complémentarité, parce que notamment ça permet de se dire une tâche que moi je trouve super chiante, peut-être que lui en fait il l'aime bien et vice versa. Donc là en l'occurrence il y a 2-3 choses qui tombent là-dedans, quoi. Donc pour cet aspect-là, je crois que c'est intéressant d'avoir de la complémentarité entre les personnes. Mais après, là encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on met fort en avant. Mais allez, si tu as une team qui s'entend bien et qui fonctionne bien, même s'il y a des choses qu'on doit faire et qu'on n'aime pas, à partir du moment où tu as une team qui s'entend bien et qui fonctionne bien, où les gens ne se marchent pas dessus et où il y a une ambiance de travail qui est agréable, après que les gens soient complémentaires ou pas, je veux dire, c'est le gros du chemin, il n'est pas dans la complémentarité, il est dans l'entente dans la team. À partir du moment où tu as une bonne ambiance, tu as déjà fait 80% du boulot. Si après tout le monde est ingénieur, et ou alors tout le monde est ingénieur de gestion, ou tout le monde est marketing, c'est clair que ça va être compliqué, quoi, parce qu'il y a des trucs que personne dans l'équipe sait faire. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas si important que ça. C'est pas grave d'avoir 3 profils qui se ressemblent un peu. De toute façon, en cours de route, tu peux apprendre de nouvelles compétences. Tu n'as pas besoin d'être ingénieur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur civil pour apprendre à coder. On peut apprendre à coder en cours de route alors qu'on n'a pas du tout cette formation-là. Et voilà, donc même si tu te retrouves avec une équipe avec 4 mecs marketing, avec un profil marketing, et qu'il faut faire un produit digital, bon, peut-être qu'au début ce serait un peu pourri, mais je suis sûr qu'il y a un gars qui peut se découvrir super technique, et au final la complémentarité elle se crée d'elle-même en fonction des besoins de l'entreprise, quoi. Mais de toute façon il y a toujours moyen d'apprendre aujourd'hui, tu peux tout apprendre en ligne, du moins une grande quantité de choses, et puis au pire tu peux l'externaliser, quoi. Voilà, bon après externaliser il faut faire gaffe. Il faut avoir une personne compétente. Mais, voilà. Et après ce concours auquel vous avez participé, c'est quoi la première étape? Voilà, ça remonte. Alors, première étape... Si moi, je veux lancer un projet comme Creo 2, par exemple, par où je commence?
Alors, peut-être que ça va donner des idées aux gens qui nous écoutent, mais concrètement, si je veux lancer une start-up, d'après toi, c'est quoi la première étape? Moi, je dirais la première étape, c'est s'assurer que tu vas déjà avoir un client. Franchement, pour moi, le premier objectif quand tu as une start-up, c'est trouver un client qui va être prêt à payer avant même que tu aies sorti le produit. Si tu es capable de trouver ça, c'est cool. Et pas tomber dans le piège que je suis sûr que j'ai un super flair et que le marché il va trop kiffer ce que je vais faire et donc je vais passer 3 mois à développer un truc où je suis sûr que ça va marcher et puis après se ramasser complètement. Ça, je pense pas que c'est la meilleure manière de faire. Donc ouais, si j'ai un conseil comme première étape, avant même de créer la structure juridique et tout ça, avant même de se lancer là-dedans, de faire des plans financiers et tout ça, je dirais juste aller vendre une idée à quelqu'un et sonder le marché, le mesurer, voir combien les gens seraient prêts à mettre. Pour moi, c'est le premier step avant toute chose, quoi. Et donc, tu irais voir d'abord les commerçants, style Decathlon. Est-ce que tu irais d'abord voir les ONG ou est-ce que tu irais d'abord voir les gens dans la rue? Faut voir tout le monde. En fait, Créo2, au départ, tu sais, allez, quand tu démarres ta start-up, nous, Créo2, on ne savait pas. Est-ce que c'est les ONG qui vont payer? Est-ce que c'est les entreprises qui vont payer? Est-ce que c'est les utilisateurs? C'est quoi le business model? T'en sais juste rien. Donc, tu testes. Tu dis, on va commencer avec un modèle où c'est, je sais pas moi, l'ONG qui paye. Et l'utilisateur qui paye aussi une partie et l'entreprise qui ne paye pas. Ça paraît complètement absurde. Donc voilà. Et tu testes et tu regardes, tu vas chez une ONG, tu lui présentes une maquette de ce qui pourrait peut-être arriver et tu dis voilà, ce serait autant d'euros à payer. Est-ce que sur le long terme, vous seriez prêt à mettre ça? Oui, non, voilà. Et c'est de proche en proche. Ils vont te dire non, laisse tomber, nous on est une ONG, on n'a pas de thunes, c'est pas à nous que tu dois demander l'argent. Ah, ok. C'est comme ça que tu dis, en fait, il faudrait plutôt le demander aux entreprises. Mais alors, les entreprises n'ont pas les mêmes attentes qu'une ONG. Et donc, voilà. Je dirais juste, au début, tu passes beaucoup plus de temps à faire des mock-ups et à designer ce qui pourrait être, plutôt qu'à dépenser des milliers et des milliers de thunes à développer un outil qui servira peut-être à personne, quoi. Donc, tu y vas à tâtons, tu testes. C'est ça. Et voilà. Et si toi, ta vision, c'est que tu veux créer un outil où il y a un utilisateur qui est un gars lambda, où il y a un bénéficiaire qui est une ONG et où il y a un client qui est une entreprise, tu ne peux pas juste aller voir l'entreprise. Tu dois aller voir tout le monde. Donc, il ne faut pas juste aller voir celui qui paye. Ça, c'est aussi une erreur. Ce n'est pas parce que tu as convaincu celui qui paye que ça va marcher. Ça pourrait peut-être marcher à court terme parce que le gars qui paye est convaincu que ça pourrait marcher dans son magasin, par exemple. Mais le jour où lui, il a cet outil dans son magasin et qu'il voit que ses clients n'en ont rien à foutre, il arrête de payer. Donc, je dirais, le début, c'est vraiment ça, c'est parler à beaucoup de gens, tes différentes cibles, tes différents utilisateurs et bénéficiaires. Et au final, en fait, tu te retrouves, sans le vouloir, à refaire un business model canvas. Voilà. Ok. Est-ce que d'après toi, les concours, style Start Academy, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire pour se lancer? Est-ce que d'après toi, il y a un input extrêmement positif qui en ressort, ou est-ce qu'il vaut mieux directement se concentrer sur le marché, entre guillemets? Moi, je crois que ça dépend un peu de ce que tu veux lancer comme business. Moi, j'ai l'impression que si tu as zéro expérience en entrepreneuriat, c'est toujours cool de faire ces concours parce que tu les réussisses ou que tu les foires, c'est un très bon exercice. Tu es obligé d'apprendre à pitcher parce que souvent, on te demande d'avoir un pitch minuté. Ça te permet de networker parce que tu vas avoir un réseau avec des gens en face de toi dans le jury qui seront peut-être en fait des clients potentiels et qui, même s'ils ne le sont pas, auront un avis pertinent à te donner. Donc dans tous les cas, je ne pense pas que c'est du temps perdu, surtout au début. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses et se dire, à partir du moment où tu as une idée et que tu as déjà trouvé un client potentiellement payeur et que tu as un mock-up qui est un peu validé, il y a un moment donné où il faut arrêter de faire ces concours et il faut juste se lancer parce que là, souvent, le fait de faire un concours, tu vas passer beaucoup de temps à le préparer, ce concours. Et tout ça, c'est du temps que tu ne passes pas à développer ton produit. Donc je dirais qu'au début, si tu fais 1, 2, 3, 4 concours, c'est cool parce que ça te permet aussi de générer des slides, par exemple des visuels, d'affiner ton idée, ton pitch et tes arguments commerciaux. Et si tu gagnes, tu reçois aussi un prix financier. Et si tu gagnes en plus, tu gagnes littéralement de l'argent ou des trucs en nature, donc c'est bon pour toi. Mais il y a une étape il y a un moment à partir duquel il faut arrêter, quoi. Il faut passer à la vraie vie et aller vendre. Ok. Il y a des entrepreneurs qui t'ont inspiré? Ouais. Et qui t'inspire encore? Il y a Elon Musk, quoi. Ouais. Elon Musk, c'est hyper bateau, quoi. Mais Elon Musk, je le trouve dingue. Enfin, le mec me vend du rêve. À part ça, je réfléchis un petit peu. Mais il y a des gens qui vous disent rien. Enfin, allez, il y a Mouret Alam, c'est un gars qui fait de l'aquaponie.
L'aquaponie, c'est trop cool. L'aquaponie, c'est un système qui permet de faire pousser des plantes avec un rendement de malade. Donc en gros, de t'imaginer que tu as un bac à poissons. Et donc ces poissons, quand ils vivent, ils ont des déjections. Hein, et quand tu fais de l'aquaculture, normalement, cette eau usée, tu es censé la traiter. Donc la filtrer, par exemple, balancer des antibiotiques dans l'eau et tout ça. Enfin, c'est dégueulasse. C'est hyper coûteux en eau. Donc voilà, ça c'est l'aquaculture classique. Et puis tu peux aussi faire pousser des légumes. Alors des légumes, si tu les fais pousser dans l'eau directement, c'est intéressant. Parce que si tu arrives à mettre beaucoup d'oxygène dans cette eau et plein de nutriments, plein de sels minéraux, tu peux avoir une solution qui est optimale pour la croissance des plantes. Seulement, ça suggère que tu dois contrôler toutes ces concentrations et tout ça. Et donc c'est un peu complexe à mettre en œuvre. L'aquaponie, ce qu'elle fait, c'est prendre un bac à poissons que tu mets en dessous d'un autre bac qui lui contient de l'eau et des plantes, et on pompe l'eau usée des poissons dans le bac à légumes. Et le bac à légumes, dedans il y a aussi des bactéries, et cette symbiose entre les bactéries et les plantes vont dégrader les déchets des poissons et utiliser ces nutriments pour faire croître les plantes, et de ce fait aussi filtrer l'eau qui peut retourner dans le bac à poissons. Et donc on a un circuit fermé d'eau. On économise 95% de l'eau qu'on devrait utiliser dans une culture classique, donc c'est énorme. Et on a un rendement en surface qui est décuplé parce qu'on peut, sur une même surface, cultiver à la fois des légumes, mais aussi des protéines animales en dessous, puisque les poissons peuvent être en dessous du bac à légumes. Bref, ça c'est l'aquaponie. C'est génial. C'est génial, le principe est trop cool, je suis assez fan. Et Murray Alam, c'est un gars, un Australien, qui est hyper reconnu dans le domaine. Et voilà, là, il a lancé plusieurs fermes aquaponiques dans le monde, et il donne des cours sur l'aquaponie, et je trouve qu'il a fait ça super bien. Et le mec est un peu vieux, c'est pas un jeune, mais même je trouve, il a beaucoup de charisme, voilà, il m'inspire pas mal, mais voilà, pas beaucoup de gens le connaissent. C'est dommage, parce que j'avais jamais entendu parler de ça, et c'est top quoi. Ouais, ça c'est cool. Il y a une ferme aquaponique qui ouvre à Anderlecht. J'irai voir. Voilà. Donc voilà, gros bateau quoi. Elon Musk, ça c'est un mec trop cool. Il y en aura probablement d'autres à qui je pourrais penser, mais là comme ça, c'est la fin de journée, j'ai du mal à penser à une icône où je pourrais mettre le poster dans ma chambre. Mais c'est intéressant cette aquaponie. Comment tu dis Aquaponie, c'est la contraction entre aquaculture et hydroponie. Mais ça me fait penser à un talk que j'ai vu d'Idriss Aberkan, tu connais peut-être, qui parle en fait de Blue Economy. En fait, il explique qu'il y aurait moyen, tu réutilises des déchets pour produire derrière, et au final tu utilises les déchets d'un autre système pour créer un autre système derrière. C'est génial quoi. L'aquaponie au final c'est juste la réplication d'un vrai système biologique. C'est ça, c'est le biomimétisme, copier ce qui existe dans la nature. Voilà, exactement. Donc voilà, après Créo2, il y a des chances pour qu'on me voie évoluer dans une entreprise plutôt tournée vers l'aquaponie, mais avant ça il faut que je continue un peu Créo2 et que je l'amène là où j'ai envie de l'amener, c'est-à-dire tout faire péter. C'est ça. Donc tu penses quitter Créo2 ou tu penses la rendre autonome? Ça c'est une question que je me pose souvent. Là pour le moment, il n'est pas question pour moi de quitter Créo2. J'estime que je n'ai pas encore fait mon travail d'entrepreneur. Pour moi, tu as fait ton travail à partir du moment où ton business peut tourner sans toi et qu'il est pas forcément rentable, mais où il a un business model qui est validé avec des clients fidèles, où les process sont bien installés, tout ça. On est sur la voie d'y parvenir, mais il y a encore un peu de travail, donc j'estime que mon travail n'est pas terminé ici. Donc je resterai chez Créo2 tant que j'estimerai que ma présence est encore nécessaire. Et donc je ne sais pas, peut-être que je serai dans Créo2 toute ma vie, j'en sais rien. Peut-être que Créo2 va faire faillite, j'en sais rien. Enfin, je sais quand même que, à mon avis pas. Mais je l'espère pas en tout cas. Mais voilà, si jamais un jour l'opportunité se présente de quitter Créo2 ou de quitter partiellement Créo2 et de lancer un autre projet, ce sera peut-être bien dans l'aquaponie. Un serial entrepreneur. Ah oui, moi ça j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas évident. Déjà qu'un projet te demande quand même beaucoup d'investissement. Ça vous a demandé beaucoup de temps à lancer Créo2? Est-que vous avez été amené à faire des nuits blanches, pas dormir pendant 3 jours de suite parce qu'il fallait absolument... Ça quand même pas. Je caricature, mais... Non, ça quand même pas. Ça a dû m'arriver une fois ou l'autre de faire une nuit blanche, mais c'est très 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 anecdotique. On aime bien prendre la métaphore que pour entreprendre, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc si on commence à se cramer et qu'après un an on est en burn-out parce que on a fait des nuits blanches, on bosse comme des tarés tout le temps, ça mène à rien. Je sais pas, il faudrait aller voir des chiffres, il y a probablement des études là-dessus, ou peut-être pas, mais en Belgique,
je pense que c'est 3 ou 4 startups sur 5 qui périclitent en D1 l'année. Il faudrait voir dans quelle mesure le burn-out ou en tout cas l'aspect sprint des choses ne joue pas dans ce phénomène-là que beaucoup de startups ne tiennent pas le coup. Ouais. Donc la patience est une caractéristique importante. La patience et puis moi j'ai l'impression rester... ne pas se cramer pour rien, quoi. Se dire, voilà, si... parce qu'il y a toujours du travail. Là, c'est pas parce que... Allez, je pourrais terminer ma journée aujourd'hui, tout comme je pourrais la continuer. J'ai du boulot, j'ai du boulot encore pour beaucoup d'heures à venir. Donc en gros, quand tu es indépendant et que tu as ta propre boîte, il n'y a rien qui t'empêche de rester à bosser jusqu'à pas d'heure, au final. Tu pourrais. Et on a un peu cet aspect un peu pervers de notre société qui valorise les gens qui travaillent beaucoup, qui valorise les gens qui rentrent très tard du bureau et qui, justement, font des nuits blanches et qui prennent beaucoup de temps sur leur vie privée, à tort, moi je trouve. Et c'est important de ne pas tomber dans ce piège de se dire, bon voilà, ma start-up, elle fait rien pour le moment, par exemple, parce que j'ai pas encore de clients, j'ai pas d'argent qui rentre. Du coup, j'ai un peu ce sentiment de devoir bosser beaucoup plus tant que je ne fais pas d'argent, parce que si je ne fais pas d'argent et qu'en plus je ne suis pas un de ceux-là qui travaille jusque 22 heures tous les soirs, alors je me sens mal, je me sens un peu coupable. Ouais. Et je trouve que ce sentiment-là, il faut essayer de l'éviter ou en tout cas essayer de passer au-dessus. Une start-up, c'est normal qu'elle mette du temps à démarrer, c'est pas pour autant qu'il faut se cramer au début quand elle ne fait encore aucun chiffre d'affaires, parce que sur le long terme, ça se paye. Quand on est claqué, voilà, on travaille moins bien aussi et donc au final... une heure qu'on passe entre 22h et 23h, elle sera peut-être pas aussi efficace que celle qu'on passe entre 9h et 10h. Ouais. Voilà. Donc il faut être discipliné dans les deux sens. Il faut savoir se dire, ok, maintenant je m'arrête, je me pose. Mais il faut aussi être discipliné dans le sens où il faut se lever. Il faut se lever, tu n'as plus de patron derrière toi qui te dit quoi faire. Donc tu te dis, voilà, maintenant il faut que je charbonne et que je m'y mette. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, à partir du moment où tu as fait le choix d'être entrepreneur et pas démarrer, par exemple, en indépendant complémentaire ou... En fait, à partir du moment où tu te jettes à l'eau en disant « je suis à plein temps indépendant et ma seule source de revenus, c'est le business que je suis en train de mettre en œuvre », cette discipline-là, elle s'impose d'elle-même. Simplement parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne le mets pas, tu n'as pas d'argent qui rentre sur ton compte et donc tu guéris tes réserves. Ouais. Donc, je dirais que la discipline de se lever, elle va venir toute seule. C'est pas de souci. C'est surtout celle de s'arrêter de bosser qui est... parfois problématique. Quoi. Tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer de directement se jeter complètement à l'eau ou de passer par un indépendant, par un statut indépendant? Ça, je peux pas dire. Quoi. Moi, je sais que... Si tu devais recommencer aujourd'hui? Moi, je recommencerais comme j'ai fait, c'est-à-dire se jeter à l'eau complètement. Moi, j'ai démissionné, j'ai directement été à 100% indépendant sans savoir si ça allait marcher. Et je pense que c'était le bon choix, justement parce que si tu fais un projet sur le côté, avec un job rémunérateur sur le côté, le projet que tu mènes à côté, tu vas le faire au compte-gouttes. Et au final, tu vas pratiquement... Enfin, en tout cas, ce ne sera jamais ta priorité. Il y aura toujours moyen de faire ça après parce que tu n'en dépends pas. Ouais. Et le fait d'avoir fait le choix de complètement me dédier à ce projet-là, je pense que c'est aussi ça qui fait une partie du succès. C'est que tu es dédié à ce projet-là. Maintenant, d'autres personnes peuvent peut-être avoir la discipline de se dire j'ai un temps alloué pour tel job, j'ai un temps alloué pour tel job et je m'y tiens. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt du style à faire tout le temps le même projet, ça ne veut pas dire tout le temps la même chose. Les tâches sont très variées, mais je me mets à temps plein pour Créo2 et puis je me mettrai à temps plein pour autre chose. Mais j'ai peur que me mettre à mi-temps pour un projet, à mi-temps pour un autre et un troisième mi-temps pour un autre, ça ne va pas le faire. Alors, avec moi, ça va être compliqué. Mais encore une fois, c'est mon cas personnel. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à gérer ça mieux que moi. Au final, quand tu te lances et que tu n'as pas le choix, tu dois réussir. Quoi. Si tu te lances directement à l'eau, tu as une pression derrière, du coup, tu es beaucoup plus motivé à te consacrer. Ouais, tu es beaucoup plus motivé et puis c'est aussi plus une tranquillité d'esprit. Parce que une start-up, c'est beaucoup de stress, mais si tu dois en plus gérer plusieurs choses en même temps, moi, je pèterais des cases. Moi, je préfère être monofocus et faire une chose à la fois, mais bien la faire, plutôt que d'avoir plein de chantiers en cours et au final de ne pas arriver à faire ce que je veux vraiment faire dans aucun d'eux. Et au final être constamment frustré parce qu'il y a plein de trucs trop cool dans lesquels je suis investi, mais au final il n'y en a aucun où j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, je ne veux pas me trouver dans cette situation. C'est la différence entre être occupé ou être productif. Quoi. Voilà, c'est ça. Créo2, en ce moment, vous en êtes où? Vous êtes encore uniquement les trois cofondateurs? Ou il y a des gens qui vous ont rejoint entre-temps? Non, là, il y a les trois cofondateurs évidemment. Il y a Pierre qui nous a rejoint il y a 1 an à peu près.
On a Petra qui travaille pour nous en Flandre mais en freelance. On a Ludovic qui travaille avec nous au Canada, puisque nous sommes aussi présents au Canada. Oui. Et on a Benoît ici qui entame un stage avec nous pour une mission d'exploration à l'étranger. Ah ouais. Donc voilà. Vous avez une bonne taille pour une petite start-up de 3 ans. Ouais. Bon, ouais. C'est marrant. Moi, je préfère travailler à 7 qu'à 3, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est plus gai. Ouais. Tu as plus d'avis qui sont différents. Tu as plus d'avis et puis tu te sens entouré. Allez, franchement, ça, je me souviens au début de Créo 2, quand on commence à être un peu plus nombreux, c'est génial de te dire, mais en fait, maintenant, il y a des trucs que moi, je faisais tout le temps et maintenant, il y a des choses qui se font dans Créo 2 sans que ça vienne de moi, sans que ce soit mon initiative. Et le jour où il y a ça qui arrive, c'est super gai, quoi. C'est super chouette de dire, il y a des trucs qui bougent et pourtant, j'ai rien fait. Et ça, c'est un super sentiment. Tu te dis, mais en fait, je suis plus tout seul, quoi. Je suis plus tout seul dans ce truc-là et on peut s'aider les uns les autres et s'appuyer les uns les autres et se dire, même si moi je suis off, je sais que ça va bien se passer parce qu'on a du backup, quoi. Donc c'est toujours bon d'avoir des gens qui te rejoignent et qui sont entrepreneurs de nature, c'est ça. Qui vont faire des démarches sans que tu leur demandes forcément. Oui, c'est ça. Ça, obligé. Hein. Si tu veux bosser dans une start-up, on ne va pas te cloisonner, quoi. Il faut être entreprenant, il faut prendre des initiatives. Justement, un cofondateur d'une start-up, il n'a pas forcément full temps pour te dire ce que tu dois faire tout le temps, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Quand on a plein de gens qui veulent postuler chez nous, quand on les rencontre, il faut vraiment savoir spotter si le gars va être autonome ou pas. Si tu vois qu'il faut lui tenir la main et lui dire tout ce qu'il doit faire, ça ne va pas le faire. Et c'est évident à faire, ça, de sentir la personne en face à face? Non, c'est pas du tout évident. Et puis, on a toujours l'espoir. On s'imagine toujours à la place du gars en face, à l'entretien d'embauche, on se dit, mais si ça se trouve... moi, j'étais comme lui. Moi aussi, je donnais peut-être l'impression de ne pas être autonome. C'est peut-être quelque chose qu'il va apprendre au fur et à mesure. Donc, ouais, non, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Bon, après, il y a des cas où tu ne te poses pas la question. Là où tu sais que ça ne va pas le faire, c'est sûr. Et effectivement, il y a beaucoup de cas où tu te dis, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Essayons, on va voir. Ok. On arrive à la dernière question. Si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent pour se lancer, ce serait quoi comme conseil? Je sais pas. ou alors la chose que tu as apprise, au choix. Mais en fait, tu apprends plein de trucs quand tu es dans une startup. J'ai vraiment appris plein de trucs. Mais je crois que... je crois que... Je réfléchis, parce que c'est... Vas-y. Je m'étais pas préparé à la question, mais... je sais pas. Mais c'est très spécifique, tu vois. Généralement, sur ce genre de questions, la plupart des entrepreneurs aiment bien répondre à un truc méga inspirant et hyper vaste avec une punchline, un truc comme ça. Moi, je veux plutôt dire ce que j'ai vraiment appris, très concrètement, c'est à négocier. C'est aller devant un client ou devant un partenaire et négocier de manière intelligente. Voilà. Okay. Écoute, moi, c'est ça que j'ai appris le plus en lançant une start-up que j'avais pas forcément avant de la démarrer. Et voilà. Un conseil à donner, si, j'ai quand même un conseil à donner. J'ai quand même un méga conseil à donner, c'est que en plus le public qui va écouter ça est jeune, il faut pas attendre, quoi. Il faut pas tomber dans le piège, une start-up, un jour je vais en lancer une, mais j'ai pas encore d'idée, ou alors, mais j'aimerais bien me faire un peu d'expérience avant et tout ça. Il faut vraiment faire gaffe à ça, hein. Il faut juste foncer tout de suite. Parce que tu fais un peu le calcul, quand tu sors de l'UNIF, tu as quoi, 23 ans, un truc comme ça. Si tu commences à bosser, tu vas avoir un job avec un salaire fixe, hein, ça va être très gai au début, on va avoir du fric qui tombe sur le compte tous les mois, beaucoup plus que ce qu'on avait quand on était étudiant, très gai, très chouette. Avec toujours en tête qu'on va lancer la start-up, mais au fur et à mesure que les années passent, en 5 ans, tu te retrouves à 28 ans. À 28 ans, ça dépend des gens, mais on commence à se dire « Ah tiens, j'achèterais bien une baraque ». Ou peut-être que je vais me marier, ou peut-être que je vais avoir des gosses. En tout cas, ça commence à venir, quoi, on approche des 30 et tout. Et dès l'instant où tu te dis, je vais acheter une baraque et me faire un petit emprunt à la banque que je devrais rembourser au moins 1000 balles tous les mois. Là, à ce moment-là, ça devient plus compliqué de se dire, je vais lâcher mon job qui me donne mon salaire tous les mois pour lancer un truc où je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, quand on dit, en fait, c'est beaucoup plus dur de lancer sa boîte jeune, en tout cas, c'est méritant de lancer sa boîte très jeune, je dirais non, en fait c'est beaucoup plus malin de la lancer jeune, de la lancer avant qu'on ait ses impératifs financiers, que ce soit un emprunt ou un enfant à charge ou des choses comme ça, parce qu'on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus tranquille d'esprit et très lucidement,
si tu es capable de trouver un job au sortir des études, après avoir fait 1 an peut-être de start-up qui a foiré, tu seras tout aussi capable de retrouver un job, voire plus facilement parce que ton expérience sera beaucoup plus valorisable. Donc, à tous ceux qui se posent la question ou qui sont en train dans leur tête de se dire « Ouais, entreprendre, ça me dirait bien un jour, mais pas direct en sortant des études quand même. Ben, réfléchissez à 2 fois, pourquoi pas lancer direct après les études, ça peut se faire franchement. Okay. Merci Thomas. Mais avec plaisir, merci à toi.